Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Charpon. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Salut, ouais, très bien. Merci beaucoup de ton accueil. Merci à toi d'avoir accepté. Ça se passe les vacances? Écoute, elles sont loin, déjà je les ai eues en juillet, mais bon, je suis un juillettiste, chaque année je prends en juillet pour que les autres copains puissent les prendre en août, et puis que je puisse assurer, donc là ils vont tous revenir la semaine prochaine avec un temps, pas trop au rendez-vous là aujourd'hui, sur Paris, mais écoute, ils seront bien Mhm. contents de leurs vacances, j'en suis sûr. Mhm. Et du coup, là, ça a repris le taf. Tout à fait. Écoute, chaque année, le mois d'août est censé être un mois plus tranquille, mais en fait, tu dois gérer quand même le backup de tous les collègues qui sont partis en vacances. Et puis, moi, je prépare un peu aussi mon début d'année, ma rentrée scolaire, un peu de septembre, avec le retour de tous les clients, de tous les prospects, de tous les gens qu'on veut essayer de cibler. Donc, j'ai préparé tout le mois d'août pas mal de posts, de threads, d'articles, de présentations qui vont dérouler sur septembre-octobre. Donc c'est un mois Mhm. assez riche et assez complet quand même pour bien s'occuper, quoi. Mhm. Bah là, justement, en parlant de taf, est-ce que tu pourrais te présenter et aussi présenter ton activité principale? Tout à fait. Écoute, donc je suis Mathieu Chapon, je suis un consultant passionné depuis 17 ans. J'ai été consultant et après responsable d'équipe dans une agence du groupe Dentsu qui s'appelait Apposition. Et puis il y a 11 ans, j'ai monté l'agence Search for Site qui est aujourd'hui renommée en Picase. Donc on a 11 ans, on est, je pense, l'agence qui s'est plutôt orientée sur l'aspect technique. On a cette réputation un peu sur ces aspects techniques, mais aujourd'hui on fait tous les métiers du SEO, hein, aussi bien le contenu, le netlinking et toutes les spécificités qu'il peut y avoir. Et donc on a vite grandi en trichant par la croissance externe, c'est-à-dire qu'en 2016, quand on était une dizaine et qu'on avait 2-3 ans, ben, on a racheté une agence nantaise, où ils étaient une cinquantaine, qui s'appelait Synaudience. 2019, on a aussi racheté du coup Picase, qui est une agence Allemagne, et qui nous a fait changer de nom en 2022. Euh, Picase n'est pas connu en France, n'était pas connu en France, mais connu à l'international, en tout cas en Europe, avec Bastien Green qui est le fondateur et qui est un vrai porte-parole voilà, en Europe. Toi, il est formateur chez SMrush, il participe à tous les événements internationaux en tant que speaker, jury ou candidat. Et donc chaque année, on a la chance en plus de gagner beaucoup de prix au niveau européen. Et donc on a décidé de prendre leur nom, même si on est ceux qui les ont rachetés. Mais parfois, faut faire un choix qui est plutôt logique que plutôt de cœur, parce que c'est vrai que abandonner sa marque au Mhm. détriment d'une autre, c'est toujours un déchirement, mais voilà, ça a été logique comme décision et on en est très heureux. On commence, je pense, à implanter cette marque en France, à être de plus en plus connu. Et voilà, ça se fait à la fois par la satisfaction de nos clients et puis la communication qu'on peut faire. Je pense que je commence aussi à avoir une certaine réputation à force de faire des threads avec un max de valeur. Donc malheureusement, j'en fais pas tous les jours parce que c'est dur de trouver de la valeur dans tout ce qu'on peut raconter. Mhm. Et à chaque fois que j'en donne, j'essaye de donner tout ce que j'ai appris et beaucoup de retours sur d'expérience, beaucoup de tips. Et ce mois d'août tranquille a été un moment où j'ai pu me focaliser sur une trentaine de threads qui vont arriver sur septembre. Donc j'espère que vous serez tous là pour les regarder en tout cas. On espère. En tout cas, toi, tu es plus présent sur LinkedIn que sur les autres plateformes. Tout à fait, c'est vrai. Pour moi, c'est deux plateformes qui trouvent deux publics différents. Les publics des décideurs et les gens avec qui on a besoin de rencontrer pour imaginer une collaboration avec eux, pour moi, se trouvent beaucoup sur LinkedIn. Donc je participe beaucoup sur ce levier-là. Un peu moins sur Twitter, mais j'essaie toujours de partager mes fameux threads à la fois sur LinkedIn et sur Twitter. Mais voilà, en tout cas, c'est là que pour moi le business se passe. Et en tout cas, vis-à-vis de ce que je peux publier sur les deux réseaux simultanément, j'ai beaucoup plus de retours depuis ce réseau social-là. Mhm. Et c'est quoi Voilà, la et donc, journée? vas-y, dis-moi. Du coup, c'est quoi la journée typique d'un dirigeant? Alors, c'est pas du tout le golf, c'est pas du tout des restaurants tous les midis. On a eu cette particularité, je pense, avec Picase, anciennement sur Conseil, c'est de monter l'agence avec. J'avais un associé qui était Philippe Lyonnais, qui est parti depuis, mais on était deux associés consultants à la base.
on n'était pas du tout commerciaux. Et ça s'est bien ressenti au départ parce qu'on avait tendance à vendre un peu à perte, malgré nous. On pouvait imaginer, voilà, on imaginait avec un client un budget, on estimait le temps qu'on allait y passer. Souvent, on explosait ce temps-là, on regardait pas du tout le temps passer, et cetera. Et puis, à force des choses, au niveau de la rentabilité et au niveau aussi à l'augmentation du nombre de clients qui venaient nous voir et qui voulaient bosser avec nous, on a été obligé de s'organiser un petit peu et puis de commencer à recruter des gens. Pour recruter, faut avoir de l'argent et donc, au départ, voilà, au départ, je te dis, les 4-5 premiers mois et puis après on est venu, s'équiper de commerciaux qui ont, très bien su, aussi, mieux vendre que nous. Mais donc aujourd'hui, la journée type un peu de mon côté, comme je fais un peu ce que je veux entre guillemets parce que je suis libre, de choisir, comment je travaille et puis j'ai aussi la responsabilité de faire connaître l'agence. J'ai principalement la tâche de faire connaître la marque. Donc je participe à pas mal d'événements, j'essaye de pas mal réagir et poster sur les réseaux sociaux. Hem Et puis il y a 4 ans, on a aussi monté un pôle, data et innovation avec des data scientists et on avait cette vocation et cette envie d'avoir, un certain nombre d'outils qui n'existaient pas sur le marché, qui pouvaient nous aider dans des analyses un peu plus approfondies de ce qu'on faisait au quotidien. Donc on a développé un SaaS interne à disposition de nos consultants et aussi de nos clients, en mettant à disposition, bah, des outils les aidant au quotidien sur leurs tâches, eux, clients ou, de nos consultants. Je te prends un exemple, on a un outil, assez simple, hein, tu mets une liste de mots-clés, tu récupères les positions. Bah, on a été beaucoup plus loin que juste des positions. L'outil va, à la fois récupérer les intentions, va récupérer, bien sûr les concurrents, va aller aussi récupérer, toutes les recherches associées et tous les suggestions faites par Google, va apporter une première catégorisation aussi pour faciliter la tâche, du consultant, va pouvoir te montrer des graphiques, de tes évolutions de tes positions, et cetera. Donc ça, c'est un outil d'aide à la productivité, surtout pour nos consultants et puis, c'est aussi un outil que demandent les clients parce que, en one shot, quand ils ont un besoin d'interroger, 10 000, 100 000 ou 1 million de mots-clés et ben, grâce à cet outil-là, ils peuvent le faire. Et puis on a développé toute une autre série d'outils et depuis quelques mois, on est en train de travailler sur le projet de le rendre accessible à tous, ouvert au public. Et donc, bah, c'est pas la même chose de l'avoir en interne et d'assister nos clients à l'utilisation et demain se dire: «On va créer un outil qui va avoir une certaine autonomie». L'objectif d'un outil ça, c'est quand même de diminuer la partie support, d'avoir le moins Mmh. de, besoin d'assister nos clients. Donc on est en train de revoir un peu les scénarios de comment tu configures l'outil pour obtenir la quintessence du produit et du résultat que tu obtiens. Donc ça, c'est Mmh. mon gros projet 2024 sur lequel, je travaille avec les équipes. Je suis aussi encore un consultant, j'ai encore un portefeuille client avec qui je travaille. Je suis même, alors je voudrais bien qu'on me dise en commentaire s'il en existe d'autres, mais je suis un des fondateurs, d'une agence SEO qui fait de la régie. Une fois par semaine, je suis chez le client et ça depuis 4 ans. Je le fais, pas par contrainte, mais parce que j'adore ça aussi de rester au contact du client. Donc j'ai un jour de ma semaine qui est consacré à ça. C'est un gros client pour nous, donc c'est aussi important de le chouchouter. Et puis j'assiste aussi, les autres consultants, j'assiste aussi à certains appels d'offres et puis, bah, cette fois-ci dans le rôle d'un fondateur, d'un dirigeant, il y a beaucoup de réunions internes sur la stratégie, sur l'organisation de nos équipes, sur la vision qu'on doit avoir sur les prochaines années donc voilà, c'est tout ça et ça me plaît très b ça me plaît, j'en ai besoin parce que je suis un peut-être c'est aussi la caractéristique d'un consultant, c'est qu'on a besoin qu'on voit plein de choses, qu'on a plein d'activités, que tous les jours soient une nouvelle journée et qu'on s'ennuie jamais. Je suis peut-être un peu une personne qui peut s'ennuyer vite, donc j'ai besoin de toujours d'être dans le mouvement. Mmh. Et comment est-ce que vous avez trouvé, ce besoin, pour vos clients? Le fait que l'outil que vous avez lancé, en interne, comment est-ce que vous avez fait aussi pour pouvoir le valider l'idée sur le marché et que ça va être un projet viable? Bah, c'est une très bonne question. Écoute, bon, étant des consultants depuis, des années, on s et étant un consultant et sachant ce qui existe sur le marché comme outil, on a très vite qu'il y avait des trous dans la raquette, il y avait des choses qui nous manquaient et puis, ce qui devient de plus en plus marrant, surtout avec GPT et tout ce qui arrive en ce moment, c'est de pouvoir automatiser des tâches qui ont, une grande partie qui ont pas forcément une très grande valeur ajoutée, mais qui regroupent de la donnée, qui la traitent, qui l'analysent et qui te donnent, du coup, un travail digéré qui te permet d'aller plus vite dans ta décision. Ça, c'était le premier besoin et le deuxième besoin, c'est que,
ça faisait plusieurs années qu'on avait tendance à toujours faire un peu le même métier et que tout le monde fait. C'est-à-dire que quand tu allais voir un client et que tu disais, bah, moi aussi, comme tous mes concurrents, on fait des audits techniques, sémantiques, de netlinking et on fait de l'accompagnement, pas facile de se distinguer vis-à-vis de la concurrence. Donc, Mmh. en prenant ce prisme de se dire, parce que c'était on a vraiment mené une grosse réflexion sur quelle orientation on voulait prendre pour Picase. Est-ce qu'on voulait devenir une agence toujours avec cet gros ADN technique? Est-ce qu'on voulait devenir une agence avec un ADN plutôt régie à mettre à disposition des consultants à nos clients? Est-ce qu'on voulait devenir une agence qui allait être très fort sur la partie popularité, de créer des contenus dans des gros sites médias, de développer vraiment ce prisme-là? Est-ce qu'on voulait être une agence avec une forte empreinte de rédaction, avoir toute une équipe de rédacteurs et être capable de rédiger pour dans plein de versions linguistiques et d'avoir du coup une équipe recrutée pour? Et ce qui se rapprochait le plus de ce qu'on était, c'était d'être plus technique et de travailler des outils. Aujourd'hui, on dépense, ouais, je le dis très honnêtement, on dépense 200 000 € de licence chaque année en outils. On achète tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on a envie d'utiliser pour nous aider au quotidien. On s'est dit, bah, on connaît tout le marché, on sait à peu près tout ce qu'il y a comme outil. Il y en a plein qui se lancent tous les jours, donc je n'ai pas la prétention de dire que je les connais tous. Mais je sais ce qui me manque au quotidien et j'ai envie de créer demain ces outils-là qui manquent. Et quand demain, bah, il y a 4 ans, on est arrivé sur le, enfin, on n'est pas arrivé, mais on est revenu un peu en force sur le marché avec nos prestations habituelles et un accompagnement par nos outils internes ad hoc développés pour, bah, ça a eu son effet. Les clients se sont dit: «Ah ouais, ils se distinguent des autres parce qu'ils m'apportent en plus, une autre valeur» et ils ont une approche beaucoup plus, heu précise, tangible parce que, on dit pas: «Je pense que la reco que je dois vous donner, c'est celle-ci parce que j'ai la sensation, l'impression, l'expérience que». Non, je viens avec des chiffres et je dis: «Voilà, on a fait tourner un outil qui a crawlé toute la SERP, qui a identifié tous les sites et qui les a tous aspirés et je pense que typiquement sur cette requête-là, il vous manque, 200 liens internes pour remonter, ou il vous manque, 800 mots pour remonter sur cette page-là, ou alors, la popularité elle est pas assez importante». Voilà, de manière très mathématique, sur chaque landing page que le client veut faire remonter sur son mot-clé phare, on est capable de manière très chirurgicale de lui dire la quantité nécessaire, le gap nécessaire pour atteindre la première place. Cette approche un peu plus «mathématicienne» entre guillemets, ça a été aussi un autre élément qui nous a permis de nous distinguer et puis on a continué à développer des outils, tu vois? Et puis aujourd'hui, comme on a déjà l'équipe à disposition, on fonctionne par opportunité. Par exemple, Mmh. on avait de temps en temps des dirigeants qui nous disaient: «Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai du mal à sentir le marché, ou alors j'en ai fait déjà un peu le tour, j'aimerais bien être capable d'être en amont des tendances qui apparaissent dans mon secteur d'activité». Et ben, il existe toujours les outils de social listening. J'écoute des tags sur les réseaux sociaux. Bah, nous, on a inventé cet outil, mais sur la version web. C'est-à-dire que j'écoute les forums, je regarde l'actualité, sur les sites médias, je regarde les sites de niche et j'aspire tous les sites sur un secteur d'activité et j'essaye d'évaluer chaque jour quelles sont les tendances d'expression qui commencent à apparaître. Et donc c'est un outil qu'on appelle Sonar et donc c'est des rapports qu'on envoie à certains des dirigeants qui sont intéressés pour être, au dans l'actu et qui peuvent aussi par derrière, eux, pouvoir communiquer après auprès de leur audience. Mmh. Ouais, Peut-être justement. une idée de ton côté, vis-à-vis de ton activité, de fournir un service, tu vois, de détecter les tendances et de pouvoir, renseigner tes clients sur les sujets qui Mmh. sont en train de monter, sur lesquels il faut vite se positionner parce que c'est un certain intérêt dans leur communauté. Mmh. OK, je vois. Mais là, actuellement, pour votre, outil, comment est-ce que vous allez faire pour, pouvoir le scale? Vous avez dit au début que vous avez essayé de le rendre, mode SaaS, donc le fait de pouvoir, avoir une réelle autonomie derrière et donc plus de service client. Mais ça va être Mmh. quoi le process pour pouvoir scale justement? Écoute, déjà, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on revoie un peu les scénarios de nos outils. Parce que auparavant, ils étaient vraiment à destination de consultants ou de clients assistés de nos consultants qui pouvaient les accompagner pour leur expliquer comment on configurait l'outil. Mais demain, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, les clients soient assez autonomes dessus. Donc, on a besoin de revoir un peu les scénarios de paramétrage de l'outil pour qu'ils puissent lancer de manière autonome ces outils-là. Ensuite, d'un point de vue infra, on a besoin aussi d'être plus costaud. Aujourd'hui, si demain on lance l'outil, qu'il y a 100 clients qui font le même rapport en même temps, il est possible que nos serveurs toussent un peu. Donc là, il faut qu'on se renforce à ce niveau-là. On avait déjà quand même imaginé d'être dans le scale par rapport aux outils, à nos outils, de pouvoir supporter la charge. Mais il faut qu'on s'assure que tout soit correct. L'autre point aussi, c'est qu'il va falloir qu'on puisse,
travailler un peu le multilingue sur ces plateformes-là. Donc les interfaces aujourd'hui sont en anglais, mais peut-être qu'on va aussi imaginer en avoir en espagnol, en Mhm. allemand aussi, parce qu'on a nos amis en Allemagne qui vont certainement l'utiliser. Donc voilà, de faire un peu de multilingue. Et puis, dernier point, je pense, ça va être la communication qui va être faite autour. Peut-être qu'on aura besoin aussi de communiquer de manière un peu automatique sur, voilà, pour évoquer et pouvoir travailler la notoriété de ces tools sur les différents marchés qu'on va viser. Nos amis allemands aujourd'hui, une vingtaine de collaborateurs natifs de 20 pays différents. Ils ont la chance de travailler pour Airbnb au niveau monde en SIA, donc ils avaient besoin de ces 20 natifs-là. Peut-être qu'on peut travailler aussi avec eux pour travailler la communication dans les différents verticaux géolocalisés qu'on va cibler. Mais c'est une aventure dans l'aventure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on existe depuis 11 ans et ça fait 11 ans qu'on fait du conseil. Demain, on se lance dans la partie outils. C'est un métier, on a la chance en fait au sein du groupe, je ne l'ai pas dit, mais on appartient au groupe HeroX, qui existe lui depuis 15 ans et qui a déjà en interne un outil SaaS qui s'appelle HeroX Live et qui permet d'accompagner leurs clients sur la maîtrise des dépenses sur les différents leviers d'acquisition. Donc ils ont cette compétence SaaS qu'on va beaucoup utiliser pour travailler notre outil et pour pouvoir assurer le Mhm. lancement. Mhm. Donc là, on va dire que dans un premier temps, vous fixez uniquement sur le marché français et le marché allemand, et ensuite visez d'autres pays. Et donc, par exemple, le marché hispanique, on peut voir le marché italien, voir le marché nordique aussi. Ouais, anglophone, très vite aussi quand même, pour toucher à la fois les États-Unis et le UK. Mais tu as raison, on va y aller step by step, hein. Il faut quand même que les Français vont sans doute un peu essuyer les plâtres parce que ce sera le premier marché qu'on va travailler. Très vite les Allemands. Mais oui, progressivement, l'idée c'est pas forcément de lancer à tout azimut les versions linguistiques parce que il faut aussi quand même que l'outil, quand il est développé dans un pays, ça demande quand même une adaptation du développement. Toutes les langues ne se ressemblent pas. Si on va quand on va attaquer les marchés asiatiques ou les marchés où les langues sont un peu plus complexes et où le traitement peut nécessiter des adaptations, il faudra quand même que les autres pays en amont aient fait leurs preuves. Mais Mhm. écoute, on a la chance d'avoir déjà un pied en Allemagne. On devrait avoir un pied dans d'autres pays, mais je peux pour l'instant pas encore en parler, mais on va continuer à s'étendre et donc on va y aller progressivement, que ça soit en e-commerce, que ça soit dans n'importe quelle activité. Les gens qui pensent qu'il faut juste dupliquer ce qu'il fait en France pour le mettre dans d'autres pays et de traduire juste la langue, on sait que c'est pas suffisant pour un réel succès. Donc Mhm. on y va en bonne intelligence et comme des bons pères de famille, tranquillement, mais sûrement. Ouais. Et mis à part ce projet-là, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont venir voir enfin, le jour? Ouais, il y a plein d'autres projets. Il y a plein d'autres projets. Je pensais pas que tu allais me questionner là-dessus. Ils sont, bon, ils sont certains, pour certains un peu confidentiels, mais tu vois, sur le marché des agences du search en France, beaucoup d'agences ont une grosse part de leur activité et de leurs revenus sur le SIA. Nous, on en fait, mais pas suffisamment. Aujourd'hui, en France, sur les 60 collaborateurs, il y en a un peu moins de 10 qui font du SIA. Il y a beaucoup d'agences où c'est au moins 50-50. Donc ça, c'est Mhm. un levier sur lequel on va un peu plus travailler en 2024. On va se donner de réelles ambitions de pouvoir fournir à la fois du conseil, mais aussi des outils qui vont accompagner les consultants et les clients. Donc ça, c'est un des autres secteurs sur lequel on va fortement travailler. Et puis, il y a peut-être aussi des offres un peu plus sur la partie régie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que concernant nos clients qui sont quand même sur qui sont plutôt des clients importants, je veux dire des grandes marques, ben, très souvent, ils ont quand même besoin d'avoir une assistance très proche d'un consultant, c'est-à-dire d'avoir un consultant en régie. Nous, c'est une activité assez importante. On a euh, entre 10 et 15 consultants avec des temps qui vont de 2 cinquièmes à 5 cinquièmes, qui sont vraiment mis chez le client. Et c'est vrai que cette situation, pour un client, c'est quand même assez intéressant parce qu'ils ont directement le consultant à disposition et ils peuvent vraiment avoir quelqu'un qui va directement traiter tous ces sujets-là en interne. Et nous, cette activité-là, on l'amène depuis très longtemps. Depuis le début, on a des consultants en interne, mais c'est une organisation qui est pas simple à mettre en œuvre parce que quand tu as un client qui dit quasiment la veille pour le lendemain, il veut avoir un consultant temps plein dans ses locaux, bah, ça demande à être assez agile et flexible pour, entre guillemets, réattribuer ses autres comptes
à un autre consultant et de pouvoir le détacher tout de suite dans les quelques jours et quelques semaines qu'on a chez un client. Donc ça, c'est une activité qu'on veut rendre peut-être un peu plus, de nous amener un peu plus de flexibilité, d'agilité. Voilà, écoute, c'est tout ce que je peux te dire sur les sujets, voilà, on va dire, Ok, pas de souci. On ne rentrera discutables pas, ouvertement. on rentrera pas en détail pour les autres projets. Je garde. On restera sur ça. Mais en tout cas, Mathieu, merci énormément pour aujourd'hui. C'était vraiment un régal d'échanger avec toi. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Écoute, bien sûr sur LinkedIn où je m'appelle Mathieu Chapon, sur Twitter je m'appelle Mathieu Java, tout attaché. Alors Mathieu Java, c'est pas du tout parce que je maîtrise le Java, c'est parce que j'ai vécu en Indonésie sur l'île de Java et j'ai créé mon compte durant cette période il y a maintenant une quinzaine d'années. Et puis un petit point aussi, c'est que j'ai une formation chez Olivier Andrieux sur Abondance qui s'appelle, enfin sa rubrique formation s'appelle Forma SEO. Ça a été repris par l'équipe COSI depuis quelques mois, suite à la retraite entre guillemets d'Olivier, puisqu'il s'est quand même plutôt orienté sur une autre activité, donc il n'est pas retraité, on peut le dire. Et donc j'ai monté la formation e-commerce et SEO. Donc voilà, pour 300 euros, tu as 12 heures de formation sur l'e-commerce, sur tout le e-commerce et tout le SEO, et aussi sur tous les aspects, les spécificités qui peuvent exister sur tous les principaux CMS. Donc là-dessus aussi, je retrouve, je commence à avoir une petite communauté de gens formés qui sont sur la partie, on va dire, communautaire de la plateforme où je discute avec eux et on discute aussi un petit peu de leurs problématiques et d'essayer de venir apporter la spécificité qu'ils ont par rapport à eux. Donc voilà, je suis sur virtuellement, je suis sur ces plateformes-là. Et puis physiquement, j'essaie de participer à beaucoup d'événements et donc toujours un plaisir de pouvoir discuter avec les gens. N'ayez pas peur, venez me voir, il n'y a aucun problème. Effectivement, je fais 1m90, mais je suis hyper accessible et très ouvert pour discuter. Donc ceux qui l'ont testé pourront en tester. Ça va, en tout cas, merci à toi, Mathieu, pour aujourd'hui. Dans tous les cas, je mettrai tout ça en description, donc que ce soit ton LinkedIn, ton Twitter et aussi le lien vers ta formation pour les personnes intéressées par le monde du SEO et de l'e-commerce. En tout cas, Mathieu, merci à toi pour aujourd'hui. Et on se Merci à toi retrouve. aussi et bon challenge à toi pour essayer de produire ces 1000 vidéos. Tu t'es fixé comme deadline fin d'année? Non, pas fin d'année quand même. C'est ça, fin d'année 2024. Oh non, juin 2024, pardon. Juin 2024. Bah écoute, C'est ça. bravo à toi, c'est unique, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont lancés ce défi-là et c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu. Merci à toi et puis à bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. Salut. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Mathieu sur son LinkedIn et sur son Twitter. Et aussi pour toutes les personnes intéressées par le monde de l'e-commerce et du SEO, je vous mets également son lien en description. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.